niveau de la prise de conscience, jusqu'au niveau du plein éclairage de la lucidité. Et le plein éclairage de la lucidité ne parviendra jusqu'à nous que selon qu'en auront décidé Mercure et le Soleil dans le thème. Et nous voilà, je crois, maintenant en pouvoir de représenter le mythe d'Orphée et le complexe afférent par un tableau synthétique général propre à fixer les idées et à simplifier toute investigation astrologique future. Ce schéma, nous l'allons mettre sur le tableau noir, et c'est la seule chose que je vous autorise à transcrire sur vos cahiers de cours. Le reste, ce ne sont pas des recettes, le reste c'est logique et c'est maintenant dans votre esprit, et non seulement dans votre esprit, puisqu'en deuxième partie de cours je voulais intellectuellement expliquer, mais c'est aussi maintenant, j'espère, dans votre âme, dans votre sang, dans votre sensibilité, puisque dans la première partie du cours, j'essayais de vous conter la légende en elle-même. Voilà pourquoi ces deux volets si différents, l'un qui touche le cœur, c'est le plus important, l'autre qui touche l'esprit, et qui est en vérité secondaire. Si vous avez senti Orphée, si le ciel vous a donné ce merveilleux outil qui s'appelle l'émotion, la sensibilité, eh bien, vous avez maintenant tout compris. On va quand même le marquer au tableau, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Allez, le schéma fera état de l'importance de Pluton, c'est lui que nous allons mettre au centre, un énorme Pluton. Et cela dans un cadre vénuso-lunaire, Vénus, Lune, avec valorisation corollaire soli-mercurienne. Voyez-vous, vous représentez sur votre cahier de cours, au centre, un Pluton central. Et puis à partir de ce Pluton central, une espèce d'éclatement qui se produit dans l'âme sous le choc de cet astre, avec sur chaque branche les pulsions différentielles de Vénus, de la Lune, de Mercure, du Soleil, c'est-à-dire un merveilleux balancement entre les astres du conscient Soleil, Mercure, et les astres de l'inconscient Lune, Vénus. Voyez-vous, balancement qui permet à l'âme, lorsqu'elle subit l'ébranlement de Pluton dominant dans un thème, d'aller puiser son inspiration au monde vénuso-lunaire, au monde féminoïde de l'imagination, de la sensibilité, de l'émotion, de la beauté, pour le pouvoir donner, ou pour la pouvoir donner cette émotion toute arrachée, toute vibrante, et pouvoir la communiquer au monde grâce, cette fois, à l'outil mercuro-solaire qui est l'outil de la lumière et de la réalité. Ainsi, vous avez bien compris, quand dans un thème, vous trouvez Pluton dominant et des codominantes Lune, Vénus, Mercure, Soleil, eh bien vous êtes en présence du complexe d'Orphée. Voyez-vous, c'est cela que j'appelle l'astrologie globale, l'astrologie de synthèse qui échappe à l'analyse d'un seul signe, d'une seule planète, que nous avons fait, qu'il fallait faire, qui fait l'objet de tous les cours du premier niveau. Il faut bien apprendre à connaître son outillage et à connaître ses dieux, bien sûr. Mais il faut s'élever dès maintenant à des grandes synthèses. Et vous savez, nombre de créateurs, sous l'angoisse de Pluton, sous l'épreuve du désir imposé par Pluton, se sont enfoncés au plus profond de leur enfer pour en rejaillir lumineux avec une œuvre. Beaux bijoux ciselés de leur sublimation. Et ainsi en ont usé aussi nombre de saints qui, sous l'angoisse du péché, qui, sous l'épreuve de Satan, Pluton, se sont enfoncés au plus noir de leur enfer métaphysique pour en rejaillir lumineux avec le royaume de Dieu entre les dents. Voyez-vous, quand nous réfléchissons à la portée des récits légendaires et mythiques, et que nous les mettons en parallèle avec l'astrologie, toujours nous nous apercevons qu'en une carte céleste, une constellation se dessine qui sous-tend toujours un complexe et qui forme la vie. Posez-vous dès maintenant cette question, quel est donc le mythe inscrit dans mon thème, quel est le mythe que j'ai jusque-là vécu inconsciemment et que je vais maintenant me mettre à vivre consciemment et lumineusement. Voyez-vous, il en est ainsi pour le mythe d'Orphée, il en fut ainsi pour l'histoire de Faust.
Et nous verrons qu'il en sera de même pour les mythes d'Édipe, d'Oreste, de Caïn, de Protée, etc., etc. Reprenez les programmes de l'ESAP, vous verrez tous les mythes qui sont traités, tous les complexes. Sur l'écran de la carte du ciel, le mythe se projette en sa virtualité et n'attend qu'un instant pour se mettre à bouger, pur fantôme de lui-même qui se revêt de vie. Introjecté en l'âme, le mythe est alors incarné et l'illusion qu'il laisse au monde s'appelle destin, s'appelle un destin humain. Oui, je vous le dis, je vous le répète, en vérité, tout homme vit des mythes, nous vivons tous des mythes, nous sommes tous engagés dans une mythologie personnelle et le déroulement d'une existence humaine n'est rien autre chose que la remise en question, l'exécution et l'aboutissement de la geste des dieux. Le mythe d'Orphée, maintenant ainsi connu de nous en profondeur, avec ses divers sens profanes, symboliques, initiatiques, psychanalytiques, demandons-nous à présent quels sont les grands créateurs dans les œuvres desquels la légende prit une place appréciable. Nul doute en effet que la connaissance des destins et des thèmes de ces quelques artistes ne soit propre à jeter une lumière supplémentaire sur le propos d'Orphée. Que certains hommes aient été en effet à tel point imprégnés de ce mythe que leur œuvre de toutes parts en résonna, voilà certes qui laisse entendre que ce ne put être imputable au seul fait du hasard, mais dû, selon toute évidence, à quelque impératif thématique que sublimait leur création et qu'il nous reste aujourd'hui à découvrir. De telle sorte que l'étude de leurs thèmes nous permettra d'affiner notre vision de ce que nous nommerons désormais la constellation du complexe d'Orphée. Nombreux, très nombreux sont les hommes que le mythe d'Orphée inspira. Et il n'y a là certes aucune surprise. Ce mythe est en effet l'un des plus beaux, vous l'avez vu, l'un des plus enchanteurs de la tradition occidentale. Non seulement le nom même d'Orphée, et plus encore celui de son épouse Eurydice, sont riches de résonance musicale, et plus que d'autres se prêtent à d'infinis prolongements poétiques. Et je fais appel maintenant à votre Vénus et à votre Lune pour sentir cette poésie. Orphée, quel beau nom, Eurydice. On dirait d'une musique un peu désespérée dont l'écho nous parvient à travers brume et nuit. Orphée, Eurydice. Peut-on inventer d'aussi beaux noms? Que ce soit en latin, en grec, en français, ce sont des mots chargés de musicalité lointaine. C'est ce que j'appelle personnellement des mots à aura. C'est très important, les mots à aura. Les mots, c'est quelque chose de très important. Les choses n'existent que lorsqu'elles sont nommées, elles existent par les vibrations de la voix. C'est très important, la parole. Et il est vraisemblable que si les noms des deux personnages avaient été différents, eh bien, leur destin littéraire eût été changé et sans doute aurait été beaucoup plus réduit. Ainsi, le mythe a pour lui non seulement l'étonnante portée musicalement évocatrice des noms des deux protagonistes, mais encore il a bénéficié de ce que l'histoire engage les deux éléments fondamentaux du destin humain, l'amour et la mort. L'amour et la mort. Et dans le même temps, célèbre le recours suprême de l'homme contre ce destin, cette puissance quasi magique qu'André Malraux appela justement un anti-destin, et qui n'est autre que l'art. Vous connaissez cette belle phrase d'André Malraux, l'art est un anti-destin. Voilà qui s'applique à la descente d'Orphée aux enfers. Et Orphée, artiste, inspira, féconda, poète, dramaturge, peintre, compositeur en grand nombre, et je vais vous en citer pour que vous puissiez travailler sur ce propos
grâce au thème d'exemple, et des poètes d'abord. Il se nomme Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Jean Genet, Pierre Louis, Stéphane Mallarmé, Gérard de Nerval, Paul Valéry, Virgile, Marguerite Yourcenar, autant d'artistes qui, à des titres divers, appartiennent au grand courant orphique et qui présentent dans leur thème un complexe d'Orphée. Un psychanalyste aussi, Carl Gustav Jung, dont l'œuvre tout entière est là pour témoigner de ce que peut un homme qui part à la recherche de son art. C'est ce que fit Jung toute sa vie, à la recherche de l'âme, l'homme à la recherche de l'âme. Un mythologue aussi, Édouard Churet, qui dans le livre qu'il écrivit sur les grands initiés consacra un long et important chapitre à Orphée, et dans lequel il révéla les mystères de l'initiation orphique et ses rites. Et comme Orphée alla même jusqu'à faire son apparition sur la scène des théâtres, c'est à Jean Anouilh qui en 1942 donna le ton avec une pièce intitulée Eurydice, que nous pouvons demander de nous montrer le complexe d'Orphée dans son thème, comme aussi bien dans son œuvre. N'omettons pas non plus que le mythe fit à deux reprises son entrée au cinéma, une première fois avec Cocteau, que j'ai déjà cité tout à l'heure, et une seconde fois avec Camus, et cet Orphéo négro qu'il tourna. Enfin, en ce qui concerne les peintres et les sculpteurs, nous pouvons retenir Eva Haépli et Eugène Delacroix. Enfin, en ce qui concerne les musiciens, une longue liste nous est proposée. Elle fait apparaître, et je vais doucement pour que vous la puissiez noter, et pour que vous puissiez examiner et travailler ces thèmes, et ces œuvres et ces vies. Hector Berlioz, Marc-Antoine Charpentier, Claude Debussy, Roger Ducasse, Christophe Willibald Gluck, Pierre Henry, Franz Liszt, Darius Milhaud, Claudio Monteverdi, Jacques Offenbach, Jean-Philippe Rameau, Igor Stravinsky. Vous retrouverez dans tous ces thèmes le complexe d'Orphée, et dans ses œuvres vous pourrez situer ce que le complexe d'Orphée a inspiré à ces hommes, auxquels nous pouvons ajouter le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui possède un complexe de Faust entremêlé à un complexe d'Orphée. Autant d'êtres divers qu'Orphée inspira, autant de thèmes dont nous allons maintenant étudier quelques-uns, et qui nous aideront à mieux situer les indices astrologiques du complexe d'Orphée et à les retrouver d'un seul coup d'œil dans une carte céleste. Bien sûr, si la liste des thèmes étudiés ne vous paraît pas assez longue, libre à vous d'en ajouter autant que vous le souhaiterez, et de porter cette liste qui vous donne peut-être 30 ou 40 noms à 100, 200, 300 ou 500, et à faire une thèse sur ce sujet. Cela m'intéressera au plus haut point. Et nous allons commencer par le thème de Guillaume Apollinaire. Tâchez de le prendre sous vos regards, il figure dans le dictionnaire des 300 thèmes. Il serait bon que vous l'ayez en ce moment sous les yeux. Guillaume Apollinaire est né le 26 août 1880 à Rome, en Italie, à 5 heures du matin. Devant les grandes lignes du mythe d'Orphée, 6 thèmes poétiques apparaissent. 6. Le premier thème poétique, c'est Orphée poète, dont la puissance magique exerce un charme miraculeux sur toutes les créatures. Premier thème. Le deuxième thème, c'est Orphée amant, cherchant et pleurant une Eurydice perdue. Deuxième thème. Troisième thème poétique, c'est Orphée aux enfers, descendant aux ténèbres de l'inconscient.
Quatrième thème, Orphée initié, revenu des enfers et fondateur de culte mystique. Cinquième thème, Orphée mourant, démembré par les bacchantes, mais dont la tête surnage au-dessus des flots où elle a été jetée et qui chante. Sixième thème, Orphée divinisé, et dont la lyre devient une constellation. Or, il semble que Guillaume Apollinaire ait été surtout sensible à la première phase du mythe, Orphée poète, entraînant avec lui les arbres et les bêtes. Et cet extraordinaire consultant que nous avons devant nous, Guillaume Apollinaire, dont nous venons de dresser la carte natale, nous raconte en cours de consultation qu'il a écrit un livre intitulé Le bestiaire ou cortège d'Orphée. Peut-être avez-vous vu cette œuvre. Elle figure dans les œuvres complètes de Guillaume Apollinaire à la collection de la Pléiade. C'est une suite de blasons illustrés de bois de Dufy. On peut rapprocher cette œuvre précisément des bestiaires du Moyen-Âge ou bestiaires de la Renaissance. Et dans l'édition de la Pléiade, on voit chacune de ces planches qui représentent les divers animaux du bestiaire et dont chacune est sous-titrée d'un court poème sur l'animal considéré. Ainsi, je me souviens que dans le cortège d'Orphée, il y a entre autres la tortue, le cheval, la chèvre, le serpent, le lion, il y a le dromadaire, il y a la souris, l'écrevisse, la carpe, le poulpe, la méduse, la puce, le hibou, le bœuf, la sirène, il y a un grand nombre d'animaux. Et Guillaume Apollinaire a écrit pour chacun de ces animaux un court poème, et il a par ailleurs, à l'intérieur de cette œuvre, glissé plusieurs poèmes, 4 exactement, auxquels il donne le nom d'Orphée. Et puis, par après, il a précisé sa position par rapport à Orphée dans une note qui est destinée à éclairer le sens de l'œuvre. Et dans cette note, notre consultant nous dit qu'il a écrit ceci. Orphée était natif de la Thrace. Ce sublime poète jouait d'une lyre que Mercure lui avait donnée. Elle était composée d'une carapace de tortue, de cuir collée alentour, de 2 branches d'un chevalet et de cordes faites avec des boyaux de brebis. Nous ne pouvons nous empêcher, en écoutant les détails que donne Guillaume Apollinaire, de regarder le thème et de remarquer qu'il est du signe de la Vierge. Et notre consultant dit, j'ai écrit ensuite, quand Orphée jouait en chantant, les animaux sauvages eux-mêmes venaient écouter son cantique. Orphée inventa toutes les sciences, tous les arts. Fondé dans la magie, il connut l'avenir et prédit chrétiennement l'avènement du Sauveur. Nous pensons que cet homme a un grand sens de la synthèse, qu'il vient en quelques lignes de résumer d'une façon synthétique toute l'histoire d'Orphée. Et nous avons, pendant qu'il nous parle, les yeux sur son thème, et nous voyons qu'il a l'ascendant dans le lion, et nous comprenons qu'après tous ces détails virginiens, l'ascendant lion lui donne le sens de la synthèse. Et notre consultant nous dit aussi que, sous l'influence du mythe d'Orphée qui le hantait, aux alentours des années 1912-1913, alors qu'il était en train de prôner le cubisme, soudain, il pensa qu'un autre terme plus général définirait mieux la révolution artistique qui se préparait. Et il nous confie que ce terme qu'il avait choisi était précisément celui d'orphisme. Et il ajoute, quoique ce terme d'orphisme sonne quelque peu dans le vague, désignant une manière d'inspiration surnaturelle mal définie, une espèce de don lyrique qu'on admire sans pouvoir l'analyser, il nous confie qu'il eût cependant souhaité que ce mot désignât toute la littérature des années 1900-1914. Et il ajoute, peu s'en est fallu que le mot ne vienne alors à s'imposer et qu'Orphée
viennent à régner sur l'art de ce temps, mais la guerre de 1914 et les ruptures que la guerre provoqua l'en empêchèrent. Et c'est finalement par après le terme de surréalisme qui prévalut. Néanmoins, en invoquant l'orphisme, Apollinaire avait frôlé le mythe, mais l'histoire était contre lui. Et, puisque nous tenons devant nous un consultant qui est poète, nous ne pouvons pas ne pas le questionner sur sa poésie et lui demander quelle est la tournure de sa pensée. Et il nous livre quelques poèmes et nous les lisons ensemble et nous remarquons que dans ces poèmes, il y a de perpétuels retours sur le passé, que l'on retrouve comme d'une constante, comme d'un leitmotiv tout au long de son œuvre, le retour sur le passé, le fameux regard en arrière d'Orphée. Apollinaire, en cela, a été Orphée toute sa vie durant. Il a été hanté par l'idée de retrouver le passé. Et tandis qu'il nous raconte cela, nous regardons toujours le thème et nous voyons qu'il a une lune dans le signe du taureau, en exaltation souveraine et angulaire, exactement angulaire, sous un seul degré d'orbe au milieu du ciel, à la pointe du milieu du ciel. Et nous comprenons bien que ce retour au passé, c'est, dans le mythe d'Orphée, l'importance de la lune. Et c'est à tel point, du reste, vous qui avez lu l'œuvre de Guillaume Apollinaire, vous vous en souvenez bien, c'est à tel fin que l'on pourrait dire qu'une grande partie de son œuvre est un effort pour ressaisir le passé, pour annihiler le mouvement du temps et s'installer dans l'éternité. Et c'est en cela qu'il vit le mythe d'Orphée. C'est en cela que Guillaume Apollinaire vit le mythe d'Orphée. La descente d'Orphée aux enfers, c'est l'expérience de l'éternel. Mais cette expérience de l'éternel, elle est réduite à néant par le regard en arrière. Et je demande à mon consultant de me lire quelques-uns de ses vers, et il puise dans quelques poèmes, et notamment dans cette géniale chanson du mal-aimé, où il a écrit ces vers désormais célèbres et connus de tous. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Adieu, faux amours confondus avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. Irrésistiblement, pour nommer cette femme perdue, un nom nous vient, Eurydice. Et si vous vous souvenez de ce très beau poème qui s'appelle Le pont Mirabeau, eh bien, vous avez remarqué qu'il y avait aussi ce regard en arrière. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Eh bien aussi, dans Marie, la même idée lunaire et orphique est développée. Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est la Maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Une fois encore, sous ce nom de Marie, sous ce nom réel de Marie, ou plus exactement sous l'apparence de l'amour malheureux de Guillaume Apollinaire pour Marie Laurencin, c'est Eurydice qu'on entend. Eurydice perdue dont le nom sonne à tout jamais en Guillaume Apollinaire comme un écho.
Et si nous examinons maintenant le thème de ce premier poète orphique, que voyons-nous? L'importance de la lune, tout d'abord signalée tout à l'heure. Non seulement elle est au milieu du ciel, en sa culmination supérieure, non seulement elle est dans son signe d'exaltation, le taureau, mais elle est maîtresse par cette exaltation du milieu du ciel et de Neptune. Elle est de surcroît liée par trigone à Vénus, elle-même maîtresse de tous les éléments taureaux. Vous voyez cette liaison vénuso-lunaire très extraordinaire. Le cadre solaire, il y est aussi. L'ascendant est au Lion et le soleil est dans le secteur 1. Soleil, lune. Apollinaire ne se peint-il pas du reste comme un Apollon lunaire? Apollinaire. C'est à tout le moins ce qui est implicitement écrit dans son pseudonyme. Quant à la présence de Pluton, regardons, Pluton est en sa culmination supérieure, il est conjoint à la Lune, il est en quadrature avec l'ascendant d'une part et avec le Soleil d'autre part. Par conséquent, nous trouvons dans ce thème les indices du complexe d'Orphée. Nous allons maintenant examiner un deuxième thème, ou si vous le préférez, recevoir un deuxième consultant. Il s'appelle Jean Cocteau. Vous prenez le thème de Jean Cocteau, il figure aussi dans le dictionnaire des 300 thèmes. Pour ceux qui n'ont pas cet ouvrage, il leur est aisé de monter le thème. Jean Cocteau est né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte, dans la Seine-et-Oise, à 1h du matin, selon la pièce d'état civil. Du début à la fin de l'œuvre de Jean Cocteau, resplendit avec une constance un peu troublante l'image du poète Thrace, l'image d'Orphée. Une pièce très étrange, publiée en 1927 et écrite 2 années plus tôt, et un film qui porte tous les deux le titre d'Orphée, et puis un second film intitulé Le Testament d'Orphée, ainsi qu'une suite de poèmes témoignent de la présence d'Orphée et d'Eurydice dans l'œuvre et dans l'âme de Cocteau. Or, des diverses faces de la légende, il apparaît que c'est cette fois la présence de la mort dans le mythe d'Orphée qui attire surtout très mystérieusement le poète. On a dit de l'Orphée de 1927, la pièce, n'est-ce pas, que cette œuvre était une méditation sur la mort. La formule est plus vraie encore appliquée au film. Cocteau s'y montre fasciné par la mort. Et la mort sous tous ses aspects. L'aspect physique d'abord. Cocteau, au moment où il écrit cette œuvre, a 60 ans. Et lui, qui a toujours incarné la jeunesse en Gémeaux, perçoit la sourde menace de l'âge. Il annonce donc cette mort physique. La mort aussi sous son aspect littéraire, car Cocteau à cette époque sent le jeune mouvement qui fleurissait alors à Saint-Germain-des-Prés, c'était aux alentours de 1950, il sent ce jeune mouvement littéraire qui s'éloigne peu à peu de lui. Mort littéraire. La mort spirituelle aussi. Cocteau ne cesse de répéter qu'il faut mourir pour revivre, que le poète ne vivra que dans la mesure où il aura accepté la mort, et que la mort d'un poète est le suprême sacrifice qui le rend immortel. Ce sont tous les thèmes développés par Cocteau dans son œuvre, et ce sont autant de thèmes orphiques par excellence. Et de même, dans ce second film, Le Testament d'Orphée, les observations de Cocteau sont largement confirmées. Dans le titre même de ce film, nous sentons que cette fois le mot important ce n'est plus Orphée,
mais cette fois c'est testament. Et Orphée, alias Cocteau, devient le symbole du poète mis en pièces par la nouvelle génération, comme Orphée a été mis en pièces par les Ménades, et s'assimilant ainsi à Orphée, Cocteau poète s'initie en quelque sorte à l'éternité. Il veut entrer dans son éternité. En somme, vous voyez ce que fait cet homme. Il prend les données de l'histoire d'Orphée et il les charge d'une signification nouvelle selon les obsessions de sa mythologie personnelle. Et c'est très important à comprendre et à dire, car si vous avez dans vos thèmes la marque du complexe d'Orphée, vous avez là un mode d'emploi de votre vie tout à fait extraordinaire. Se connaître à travers l'astrologie, c'est connaître le mythe que nous vivons et chercher en ce mythe quelle est sa plus haute vertu évolutive pour tenter d'y accéder et dans le même temps se méfier de sa verticale de chute. Or, dans la mythologie personnelle de Cocteau, il y a 3 thèmes qui dominent. L'amour, dont il pense qu'il est irréalisable sur la terre, mais dont l'existence n'est pas exclue. Puis la poésie, qui à ses yeux de poète apparaît comme la seule immortalité de l'homme. Et puis l'au-delà, l'importance de l'au-delà dans la mythologie intérieure de Cocteau est extraordinaire, l'au-delà avec ses envoyés, l'ange Heurtebise, avec ce nom aussi qui est un nom à aura, l'ange Heurtebise. Dans l'œuvre théâtrale, et la princesse, vous vous souvenez, dans l'œuvre cinématographique, dont Cocteau nous précise, il ne nous dit pas quelle est la mort, il nous dit quelle est la mort d'Orphée. Vous vous souvenez de ce personnage qui apparaît avec ses motards, une espèce d'immense automobile noire. Et dans la pièce aussi, l'au-delà est présent. Vous vous souvenez de la pièce et de ce cheval parlant. Et dans le film, il y a un poste de radio qui diffuse les messages. Dans la voiture, il y a un poste qui diffuse les messages de l'ange de la mort. L'au-delà est présent dans l'âme et dans la vie et dans l'œuvre de Cocteau. Et l'au-delà, pour Cocteau, a une porte d'accès. Et cette porte est une porte lunaire. Et nous retrouverons du reste Cocteau dans le mythe de Narcisse. Cette porte d'accès à l'au-delà, c'est le miroir. Cocteau fait traverser au héros un miroir, et c'est une image en vérité saisissante. S'il y en a parmi vous qui ont vu, et on peut, je crois, le voir encore à la Cinémathèque, Le sang d'un poète, allez voir ce film dès qu'il passera, si vous ne l'avez pas vu, avec en tête toute la mythologie d'Orphée, Le sang d'un poète. On voit le personnage qui se regarde dans ce miroir et qui tout à coup plonge dans ce miroir et traverse ce miroir. Il y a une image extraordinaire, une des plus bouleversantes de tout le cinéma. Et l'on retrouve cette image du miroir qui est une image lunaire tout au long de l'œuvre de Cocteau. Dans le film d'Orphée, l'ange Heurtebise dit à Orphée « Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans une glace, et vous verrez la mort travailler comme les abeilles dans une ruche de verre. » Que dit le thème de Jean Cocteau? Présente-t-il les indices du complexe d'Orphée? Tandis qu'il parlait, nous avons examiné le thème et nous avons vu le cadre lunaire, une lune puissante, par sa maîtrise sur le groupe Soleil-Mars au Cancer. Jean Cocteau, cancérien, est un lunaire. La lune est de surcroît maîtresse par exaltation de l'ascendant Taureau, et elle est au trigone de cet ascendant. Cadre lunaire. Un cadre vénusien, bien sûr. Vénus, maîtresse de l'ascendant Taureau, est angulaire à la pointe de cet ascendant.
cadre vénusien. Présence de Pluton, je pense bien. Il est en secteur 1 et conjoint avec Neptune au maître de l'ascendant. Il y a conjonction Vénus, Neptune, Pluton. Or, vous connaissez la règle. Les rapides valorisent les lentes, mais la plus lente colore l'amas. La coloration est donc plutonienne. Il y a identification du mois à Pluton. Le mois épouse Pluton, c'est un plutonien. Seul dans ce thème, le Soleil s'efface par rapport à l'autre thème observé tout à l'heure. Il est là beaucoup moins valorisé que dans le thème de Guillaume Apollinaire. Par contre, il y a une composante mercurienne qui apparaît, cela est tout à fait normal, compte tenu du fait que c'est un homme de lettres. Et la Mercure apparaissait aussi dans le thème de Guillaume Apollinaire. Mercure était en effet conjoint à l'ascendant. Et ici, Mercure est maître d'une lune en Vierge. Mercure est maître d'un amas aux Gémeaux. Et Mercure est maître d'un soleil en secteur 3. Importance de Mercure dans le cas de Jean Cocteau. Vous voyez, là aussi, tous les indices du complexe d'Orphée sont inscrits. C'est en vérité ce que j'appelle regarder un thème avec une méthode symbolique globale. Il ne s'agit plus de regarder le détail des planètes dans les signes, dans les maisons des aspects, mais par le jeu des dominantes, codominantes et de leur imbrication, de saisir le mythe personnel du consultant et de le faire entrer dans ses puissances. Vous prenez maintenant le thème de Jean Genet. Jean Genet figure aussi dans le dictionnaire des 300 thèmes. Si vous ne l'avez pas, sachez qu'il est né le 19 décembre 1910 à Paris à 19h45 et calculez-le. N'est pas moins orphique le thème natal de Jean Genet. Pluton, opposé au groupe Soleil-Vénus. La Lune au Lion, absolument conjointe à l'ascendant. Et la Lune au Lion, c'est fort intéressant, car le Lion est signe solaire, voilà bien une jonction solilunaire. Une fois encore, voyez-vous, disposés tout autrement. Ce sont les mêmes astres qui apparaissent, Pluton, le Soleil, la Lune et Vénus. Voyez-vous, la constellation d'Orphée se présente d'une façon toujours différente, et cependant c'est toujours la même chose, Pluton, Lune, Vénus, Soleil et Mercure. Avec Pluton, la mort et la descente aux enfers sont au centre de toute l'œuvre de Genet. Et, ainsi que l'écrit Claude Bonnefoy, dans un livre qu'il a fait paraître sur Jean Genet, qui est très intéressant, que vous trouverez au classique du XXe siècle, à la page 32, voilà ce que dit Bonnefoy. Du condamné à mort au paravent, la quête de Genet est orphique. Étrangement, du reste, puisque l'Eurydice qu'il poursuit dans son enfer et qu'il veut ramener au jour, non à notre jour précisément, mais à celui de la beauté, c'est lui-même. Mais l'artiste n'est-il pas narcissique? Et si nous regardons le thème, nous voyons en effet une lune au lion à l'ascendant, et nous sentons bien qu'il y a forcément du narcisse sous cet Orphée-là, et que les deux mythes, celui d'Orphée et celui de Narcisse, sont mélangés en ce thème, en cette vie et en cette œuvre. Prenons maintenant la carte céleste natale de Pierre Louis, à la lettre L, L-O-U-Y-S. Elle figure dans le dictionnaire des 300 thèmes. Ceux qui ne l'ont pas la peuvent aisément calculer, compte tenu du fait que Pierre Louis
est né le 10 décembre 1870 à Gand, en Belgique, à 10 heures. Comme il en est pour tous les poètes dont le thème est marqué par un complexe d'Orphée, Pierre-Louis ne peut s'empêcher de faire figurer en son œuvre Orphée le poète, Orphée et sa lyre. C'est dans son Aphrodite, au chapitre 7 du livre 2, chapitre intitulé « Le conte de la lyre enchantée », que le poète Thrace fait son apparition. Des divers épisodes de la légende, il semble que Pierre-Louis ait surtout retenu l'image d'Orphée charmant les animaux sauvages, image qui sert au développement de l'histoire de Chrysis et de Démétrios et s'inscrit dans la trame du récit. On peut lire ceci. Autrefois, bien avant que la Thrace n'eût été conquise, elle était habitée par des animaux sauvages et quelques hommes effrayés. Les animaux étaient fort beaux. C'étaient des lions roux comme le soleil, des tigres rayés comme le soir et des ours noirs comme la nuit. Le pays était si lugubre que les dieux l'avaient déserté. Or, un homme y vint habiter. Il portait une longue robe blanche qui traînait un peu derrière lui. Il aimait à errer la nuit dans la lumière de la lune, tenant à la main une petite carapace de tortue où étaient plantées 2 cornes d'auroch, entre lesquelles 3 cordes d'argent se tendaient. Quand ses doigts touchaient les cordes, une délicieuse musique y passait, beaucoup plus douce que le bruit des sources ou que les phrases du vent dans les arbres. La première fois qu'il se mit à jouer, 3 tigres couchés s'éveillèrent, si prodigieusement charmés qu'ils ne lui firent aucun mal, mais s'approchèrent le plus qu'ils purent et se retirèrent quand il cessa. Le lendemain, il y en eut bien plus encore, et des loups, et des hyènes, et des serpents droits sur leur queue. Si bien qu'après fort peu de temps, les animaux venaient eux-mêmes le prier de jouer pour eux. Il lui arrivait souvent qu'un ours vint seul auprès de lui et s'en alla content de 3 accords merveilleux. En retour de ses complaisances, les fauves lui donnaient sa nourriture et le protégeaient contre les hommes. Mais il se lassa de cette fastidieuse vie. Il devint tellement sûr de son génie et du plaisir qu'il donnait aux bêtes qu'il ne chercha plus à bien jouer. Les fauves, pourvu que ce fût lui, se trouvaient toujours satisfaits. Bientôt, il se refusa même à leur donner ce contentement et cessa de jouer. Toute la forêt fut triste, mais les morceaux de viande et les fruits savoureux ne manquèrent pas pour cela devant le seuil du musicien. On continua de le nourrir et on l'aima davantage. Le cœur des bêtes est ainsi fait. Or un jour qu'appuyé dans sa porte ouverte, il regardait le soleil descendre derrière les arbres immobiles, une lionne vint à passer près de là. Il fit un mouvement pour rentrer comme s'il craignait des sollicitations fâcheuses. La lionne ne s'inquiéta pas de lui et passa simplement. Alors il lui demanda, étonné, « Pourquoi ne me pries-tu pas de jouer ?» Elle répondit qu'elle ne s'en souciait pas. Il lui dit, « Tu ne me connais point. » Elle répondit, « Tu es Orphée. » Il reprit, « Et tu ne veux pas m'entendre ?» Elle répéta, « Je ne veux pas. » Alors il brisa sa lyre et vécut comme s'il était mort. Voilà le beau récit, très beau récit que donne Pierre-Louis. De tous les thèmes examinés, celui de Pierre-Louis est un de ceux qui contiennent le plus parfait complexe d'Orphée qui soit. Regardez le thème.
La lune est fortement valorisée. Elle est dans son signe, le Cancer. Elle est angulaire à la pointe du descendant. Elle est maîtresse de Pluton situé en 4 par sa maîtrise en maison symbolique et par sa maîtrise par exaltation. Pluton est de même important. Angulaire en pointe de 4, maître du milieu du ciel Scorpion, et par sa présence en maison 4, en pointe de 4, il est l'astre incarnateur. Le cadre vénuso-lunaire, vénuso-solaire, est indiqué par la conjonction Soleil-Vénus. Enfin, le choix de la profession d'homme de lettres est indiqué par la présence de Mercure. Mercure conjoint à Saturne, maître de l'ascendant Capricorne, avec lequel, par conséquent, le moi s'identifie. Les dominantes et codominantes sont donc bel et bien Pluton, Lune, Vénus, Soleil, Mercure. Le thème présente un des très beaux exemples du complexe d'Orphée. Vous avez remarqué que Pierre-Louis insistait sur l'art qu'avait Orphée de charmer les animaux sauvages, articulation incluse en la légende. J'ai sous les yeux le thème de Gilbert Houck, qui est dompteur de tigres. C'est un homme qui a fait beaucoup d'équitation, qui a doublé Tarzan et qui a eu un numéro de domptage de tigres tout à fait étonnant. Eh bien, cet homme présente dans son thème la constellation d'Orphée. Voyez-vous ce que signifie la constellation d'Orphée et combien elle est une lumière importante pour juger des destins humains? Un dompteur, des dompteurs, c'est inscrit dans le mythe d'Orphée. Et si vous n'aviez pas entendu le complexe d'Orphée, vous vous seriez en vérité cassé la tête devant le thème de dompteur.